Mesdames et messieurs, comment allez-vous? J'ai un cheveu dans la bouche. Salut à tous et bienvenue dans ce tout nouveau concept de vidéo. Je sais pas si vous vous en souvenez, mais dans ma vidéo d'explication, je vous avais parlé un peu de différents projets que j'avais envie de faire. Eh bien ça y est, nous y sommes. Vous êtes dedans? Alors on se pose relax sur le divan comme ça, on se détache les cheveux, hein? On se pose et on parle de musique, mesdames et messieurs. Et oui, parce que je l'avais déjà mentionné, j'avais envie de vous parler un peu de musique sur ma chaîne, de vous parler de mes groupes préférés, de vous parler de quelques événements ou anecdotes en lien avec eux. Et ben c'est exactement ce qu'on va faire aujourd'hui. Alors, qui dit nouveau format dit forcément nouveau truc. Ouais. En fait, ce que je veux dire, c'est que bon, j'ai jamais fait ça, hein, parler de musique sur ma chaîne. Je suis moi-même pas un musicien, à part chanter pour le plaisir une fois de temps en temps et jouer un peu d'harmonica, ben c'est pas fameux. Tabarnak. Bref, c'est quelque chose qui va pas forcément toucher tout le monde, hein, parce que je vais principalement parler de rock et de métal dans ces vidéos-là. Et ben le métal et le rock, ben c'est pas populaire chez tout le monde. Voilà. Mais regardez quand même, peut-être que le sujet va vous intéresser. Et si c'est pas le cas, bah tant pis, vous avez le droit. Alors je vais donc commencer par vous poser une question. Qu'est-ce que ces 5 chanteurs ont en commun? Outre le fait qu'ils chantent, évidemment. Si vous avez répondu « Ils sont tous devenus chauves !» Eh bien vous avez tort. Et si vous avez répondu « Ils sont tous morts !» Vous avez tort également. Par contre, si vous avez répondu « Ils ne sont pas les chanteurs originaux de leurs groupes respectifs !» Bah de 1, vous vous exprimez très bien, et de 2, c'est une bonne réponse. Et oui, parfois les groupes les plus populaires ont débuté avec un line-up totalement différent. Prenons le cas du groupe AC/DC par exemple. Aujourd'hui, on peut pas s'imaginer le groupe sans le chanteur Brian Johnson, avec sa voix criarde reconnaissable entre mille et son éternelle casquette vissée sur son crâne depuis plus de 40 ans. Il a fait ses débuts au sein du groupe en 1980 avec le mythique album Back in Black. Mais AC/DC existait déjà depuis 7 ans à ce moment-là, et Johnson a pris le relais après le décès du chanteur Bon Scott. Et Bon Scott, vous le connaissez forcément, car c'est à lui que l'on doit le titre Highway to Hell. Oh yeah! Et d'ailleurs, Bon Scott n'était lui-même pas le premier chanteur du groupe, et non, il y a eu Dave Evans avant lui, qui a eu le temps d'enregistrer 2 titres avant d'être mis à la porte. Donc tout ça pour dire que quand un nouveau membre fait son apparition au sein d'un groupe très populaire, le public est souvent très réticent. Plusieurs fans étaient persuadés qu'AC/DC c'était fini après Bon Scott, et ils ont pris l'arrivée de Brian Johnson comme un affront. Et pourtant, Back in Black reste encore aujourd'hui le 2e album le plus vendu au monde, juste derrière Thriller de Michael Jackson. Et ça a été un petit peu la même histoire avec le groupe de heavy metal britannique Iron Maiden, fondé en 1975 par le bassiste Steve Harris. Le groupe publie leurs 2 premiers albums en 1980 et 1981 respectivement, avec le chanteur Paul Di'Anno. Celui-ci quitta le groupe pendant la tournée promotionnelle de l'album Killers, car Maiden devait constamment annuler des concerts parce que le chanteur était incapable de performer. Fatigue due aux longues tournées, accentuée par un abus de drogue et d'alcool. Ils ont donc auditionné d'autres personnes pour le remplacer et ils finirent par tomber sur Bruce Dickinson. Long time ago, they asked me to sing this little song, and they said, if you sing this song, you're in. So I sang it about 5 times. And the first time Maiden tour we ever did. Brings back a lot of memories for me. And, well, it's a very cool song. It's called Remember Tomorrow. C'est un choix qui s'avéra être très judicieux parce que l'année suivante, en 1982, le groupe sortira l'un de ses meilleurs albums de tous les temps, The Number of the Beast. Si le chant de Paul Di'Anno était clairement basé sur le mouvement punk de la fin des années 70, Dickinson, lui, adopte un style un peu plus lyrique, plus mélodieux, tout en gardant les cris aigus à la Deep Purple. Et il fit vraiment évoluer le groupe vers un son très distinct et unique. Iron Maiden enchaînera les succès avec des albums cultes comme Peace of Mind, Power Slave, Somewhere in Time et j'en passe. Le rythme de vie du groupe roule à toute vitesse. Ils sortent un album, ils partent en tournée. La tournée finie, ils retournent en studio et puis on recommence. Ce mode de vie plus qu'exténuant constituera leurs principales activités durant les années 80.
parallèle à tout ça, Bruce Dickinson va lancer sa carrière solo en 1990, puis à la même époque, là où le heavy metal devenait un peu moins populaire, ben le groupe commencera à perdre de sa superbe, hein, avec des albums peu inspirés, comme No Prayer for the Dying et Fear of the Dark. Bon, ils contiennent quand même de bons titres, hein, mais ils sont nettement moins marquants que les albums précédents. Le groupe finira peu à peu par se dissoudre, le guitariste Adrian Smith va quitter la bande en 1989 et sera remplacé par Yannick Gers à la demande de Dickinson. Puis en 1993, la tension grimpante avec le bassiste Steve Harris, c'est lui qui s'en ira, dans un ultime concert intitulé Raising Hell, où il est symboliquement tué par l'illusionniste Simon Drake. Dickinson est parti parce qu'il voulait essayer autre chose, faire vivre sa carrière solo et s'adonner à d'autres styles que le métal. Ouais, il s'est mis à chanter de l'opéra, entre autres, et il a également chanté du Tom Jones à la télévision britannique. Bon, il fera son grand retour chez Maiden avec Adrian Smith en 1999. Mais, entre-temps, le groupe devait quand même continuer. Et faire ça sans la voix et le charisme emblématique de Bruce Dickinson, ça n'allait pas être facile. En 1994, Steve Harris et les autres membres du groupe font donc passer des auditions à de potentiels chanteurs. Ils auditionnent James Labrie, notamment du groupe Dream Theater. Ils auditionnent également Dougie White du groupe Rainbow, mais c'est finalement le chanteur Blaze Bayley du groupe Wolfsbane qui fut retenu. Si Maiden était reconnu dans le monde entier comme des géants du heavy metal british, Blaze Bayley, lui, n'avait pas une notoriété aussi importante. Donc le fait que le groupe s'affiche avec un illustre inconnu au chant n'a pas du tout plu au public. Les gens démontaient déjà Bayley sans même avoir entendu une seule de ses chansons, simplement parce qu'il passait derrière Bruce. Ces gens avaient-ils raison? Ce nouveau chanteur était-il à la hauteur, ou allait-il faire sombrer le groupe dans l'oubli? Blaze fut donc durement accueilli alors qu'il n'avait encore rien fait. Ça commençait plutôt mal. À peine fut-il engagé qu'il fut impliqué dans un accident de motocyclette, si grave que les médecins n'étaient pas tout à fait certains qu'il pourrait un jour remarcher. Finalement, il s'en est bien sorti et le groupe pouvait donc aller en studio avec leur nouveau chanteur. En 1995, Iron Maiden sort donc leur 10e album, sobrement intitulé The X Factor, et cet album est très particulier. Pas seulement parce que c'est Blaze Bayley qui est au chant, mais parce que les chansons sont nettement plus dark et personnelles. Steve Harris a l'habitude de composer la plupart des chansons du groupe. Et en 1995, c'était une période assez difficile pour lui. Le départ de Bruce l'avait gravement frustré, il était aussi en plein milieu d'un divorce, et son père venait de passer l'arme à gauche. Tous ces problèmes l'ont pas mal inspiré pour l'écriture des paroles, et ça se ressent dès le premier titre, Sign of the Cross, un morceau d'une durée d'à peu près 11 minutes qui s'ouvre sur des chants gutturaux bien creepy et qui pose tout de suite un ton glauque, lourd, plus sérieux que dans les autres albums. Et la voix de Blaze Bayley, beaucoup plus grave que celle de Dickinson, colle parfaitement avec ce ton. Oui, vous m'avez bien entendu. Iron Maiden, avec The X Factor, modifie un peu leur style tout en gardant l'essence. Les morceaux, qui ont une durée un peu plus longue que les autres, commencent très souvent doucement et finissent par nous mettre une bonne grosse claque quand ça drop. Et vous remarquerez que pour les albums suivants, le processus reste le même. Franchement, même s'il y a des titres un peu ordinaires au sein de cet album, je trouve qu'il y en a d'autres qui auraient pu et dû devenir des classiques du groupe. Le premier single, par exemple, Man on the Edge, inspiré du film Falling Down avec Michael Douglas. Également Lord of the Flies, Blood on the World's End, Fortunes of War et The Edge of Darkness, un titre carrément basé sur Apocalypse Now. Ouais, une chanson inspirée d'Apocalypse Now. Vous pensiez pas que ça existait, hein? Blaze Bayley allait faire ses preuves auprès du public durant la tournée mondiale. S'il chante ses propres morceaux très bien, il peine toutefois à atteindre les bonnes notes pour les grands classiques du groupe. Ah ouais. C'est là qu'on voit la différence entre lui et Dickinson. Bruce Dickinson, lui, est un ténor et il peut donc atteindre des notes beaucoup plus hautes que Blaze. Du coup, chanter des trucs comme Number of the Beast, The Trooper ou 2 Minutes to Midnight, c'est un peu dur pour lui. Et pour combler le tout, Bayley a souffert de nombreuses réactions allergiques dues aux effets de pyrotechnie utilisés lors des concerts, ce qui bien sûr affecta ses capacités vocales, mais força également le groupe à annuler certaines dates. Ça a déçu beaucoup de fans. Même qu'au Brésil, l'un d'entre eux a carrément craché à la gueule du chanteur, ce qui l'a mis, lui et Steve Harris, dans une colère incroyable. Hey, come on! I'm fucking killing myself! Fuck off! Fuck off! You fucking motherfucker!
Déjà que l'album n'avait pas fait l'unanimité auprès des fans, là c'était la goutte de trop. Mais Maiden n'allait toutefois pas abandonner. Ils ont enregistré un single en 1996, Virus, critiquant carrément les journalistes de presse et leur vision merdique du heavy metal, qui paraîtra sur la compilation The Best of the Beast. Et, en 1997, ils retournèrent en studio pour produire leur 11e album, Virtual Eleven. Un album dans la même lignée que son prédécesseur avec des chansons bien longues et au sujet bien sombre. Future Real nous plonge dans la folie du monde actuel. Ou virtuel, qui sait. Le titre When Two Worlds Collide illustre le conflit et le choc des différentes cultures. Et finalement, le chef-d'œuvre de cet album, mon morceau préféré de Blaze Bayley, The Clansman. Un titre qui relate un moment historique de l'Écosse, l'histoire de William Wallace, adapté au cinéma dans Braveheart. Si The X Factor avait été un semi-échec commercial, Virtual Eleven, lui, subit un sort encore pire. Ouais, il réussit le malheureux exploit d'être le disque le moins rentable du groupe. Les critiques clament que les riffs ne sont pas mémorables, que les chansons ne sont pas inspirées et que la voix de Blaze fait carrément pitié. Maiden partira tout de même en tournée mondiale pour promouvoir l'album. Ils ont perdu leur popularité aux États-Unis et en Europe, mais connaissent encore un grand succès en Amérique du Sud. Toutefois, les mêmes problèmes que la dernière fois vont ressurgir. Plusieurs concerts sont cancellés dus aux allergies du chanteur et, à la fin de la tournée, il devra malheureusement faire ses valises et quitter le groupe. So it was a shock to leave Iron Maiden. It was an absolute shock, you know. So Bruce had to come back. The odd thing is, you know, Bruce is such a lovely, lovely bloke, and he's always been very supportive of my career. We met before Maiden. I knew him before I was involved in Maiden, and after he's been very kind to me. But it was a difference. It was like any big thing that you lose. It's grief. It's a thing that an adjustment to make. En 1999, Steve Harris et Rod Smallwood, le manager du groupe, s'offrent une petite rencontre avec Bruce Dickinson, qu'ils n'avaient pas revu tous deux depuis 1993. Et le but de cette rencontre était de faire revenir le chanteur au sein du groupe. Et c'est ce qui arriva. Blaze Bayley fut donc remercié de ses bons et loyaux services et fut immédiatement remplacé par Dickinson. Maiden repartira en tournée plus tard dans l'année pour souligner ce retour. On ne laissera tout de même pas Blaze sombrer dans l'oubli, car le groupe continuera à jouer certains de ses morceaux, même encore aujourd'hui. Quant à Blaze, il va lancer sa carrière solo, il est encore actif aujourd'hui, d'ailleurs un nouvel album sort en avril, je crois. Mais cette carrière solo a été un peu difficile à démarrer. Étant indépendant, il doit financer lui-même ses propres albums et doit se contenter de jouer dans des petites salles. Il a tout de même reçu un peu de support de la part de Dickinson lui-même. Bien entendu, il y a peu de gens qui suivent sa carrière. On le voit un peu comme un has-been, le mouton noir d'Iron Maiden, celui qui n'arrivait même pas à proprement chanter les chansons les plus populaires du groupe. Et tout ça pourquoi? Parce qu'il n'était pas Bruce Dickinson. Moi franchement, j'aime bien la voix de Blaze Bayley. Son ton grave et puissant ont réussi à me charmer avec les années. Parce que oui, au début, j'étais comme tout le monde. Je voulais Bruce au chant et personne d'autre. Mais bon, avec le temps, j'ai donné une autre chance aux albums de Blaze Bayley et je dois avouer que je les aime beaucoup. J'irai même plus loin en incluant X Factor parmi mes albums préférés du groupe. Vraiment, ce gars-là mérite plus de reconnaissance pour son travail avec Maiden. Il a fait évoluer le style du groupe, un style qui perdure encore de nos jours, il a amené sa touche personnelle aux compositions, et c'est vraiment pas mal. Et même si je considère Bruce Dickinson comme étant LE chanteur d'Iron Maiden, ben je n'enlèverai jamais les mérites qui reviennent à Blaze. Encore aujourd'hui, on le sent nostalgique de cette période. Il continue toujours de performer les chansons de Maiden, et son chant s'est vraiment bonifié avec le temps. Blaze, c'est un gars vraiment cool en vrai. Après ses concerts, il peut rester 2 ou 3 heures avec ses fans pour discuter, prendre des photos et signer des autographes. Il est vraiment très humble et pas du tout rancunier envers les membres d'Iron Maiden. Et oui, c'est vrai qu'à l'époque de son passage chez eux, ben il lui était impossible de chanter la majorité des hits de son prédécesseur. Mais en fait, il y avait une solution toute simple. Même le guitariste Yannick Gers l'a avoué. Iron Maiden faisait chanter Blaze sur des morceaux beaucoup trop difficiles pour son registre vocal. Ben, on n'avait qu'à s'accorder un ton ou ne serait-ce qu'un demi-ton plus bas et ça aurait passé crème. Donc si vous êtes fan d'Iron Maiden mais que vous détestez Blaze Bayley,
ben je vous demande de lui redonner sa chance, réécoutez ces deux albums. Même si ceux de Bruce sont clairement meilleurs, je suis sûr que vous arriverez à trouver des qualités aux albums de Blaze en les réécoutant. Bref, ça a été bien cool de vous parler de musique, moi j'ai adoré partager ma passion avec vous. N'hésitez pas à me donner votre avis dans les commentaires hein, sur le format ou le sujet. Il y aura certainement d'autres vidéos dans ce genre-là, je sais juste pas quand ni sur quel sujet précisément, mais il y en aura d'autres. Mais bon, entre-temps, je vous dis à la prochaine mes amis, restez à l'affût car il y aura un nouvel épisode d'Horreur Critique très bientôt. N'hésitez donc pas à partager la vidéo si elle vous a plu. Vous pouvez également me suivre sur Facebook et Twitter, parce que oui, j'ai désormais un compte Twitter. Et bien sûr, vous pouvez également vous abonner à la chaîne si ça vous chante. Salut!